remercie les organisateurs de m'avoir convié à vous parler d'hyperéosinophilie et de gastro-entérite éosinophile. Alors, je suis interniste, donc je vais vous parler tout d'abord de mes conflits d'intérêts, j'en ai pas avec cette présentation, de la démarche diagnostique standard qu'on doit avoir devant une hyperéosinophilie. Déjà, premier élément, il ne faut jamais négliger une éosinophilie supérieure à 1 giga par litre ou 1000 par millimètre cube, même si on n'a pas de symptômes, c'est jamais anodin. Alors, je vous rappelle quelques éléments fondamentaux. Les étiologies, globalement, les causes les plus fréquentes qu'on peut être amené à rencontrer sont les causes médicamenteuses, les parasitoses, les helminthiases, la toxocarose, bien sûr, en France métropolitaine, des infections virales, mais aussi les cancers et les hémopathies. On oublie que l'hyperéosinophilie, c'est aussi une manifestation paranéoplasique. Et puis, vous voyez, ensuite, on va avoir des causes très rares, les maladies systémiques, notamment le Tschur-Gastros, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. On a des maladies spécifiques d'organes, dont la gastro-entérite éosinophile. Ça, c'est la première partie. Quand vous avez une éosinophilie élevée, il faut aussi penser retentissement. L'organe cible des éosinos, c'est le cœur. Et c'est vraiment ce qu'on va rechercher en premier, c'est une atteinte cardiaque. Et ce qu'on a plus récemment découvert sur les 10 dernières années, c'est que l'éosinophilie, lorsqu'elle était notamment supérieure à 1,5 giga, c'était un facteur de risque de thrombose, à la fois sur le terrain veineux et artériel. Ensuite, on peut avoir des conséquences cutanées, digestives, on va en reparler. Ce qu'on a longtemps ignoré, c'est qu'il existait clairement un lien entre le niveau d'éosinophilie et les étiologies. Par exemple, l'insuffisance surrénale, qui est une cause classique d'hyperéosinophilie, c'est souvent moins de 1 giga. Ça va être pareil pour les infections athéniales, les oxyuroses. Pour l'œsophagite apolynucléaire à éosino, que vous connaissez bien, habituellement l'éosinophilie, elle est à 1 giga. Et vous voyez, dès qu'on est supérieur à 5 gigas, là, on va parler de syndrome hyperéosinophilique, qu'il s'agisse d'une forme clonale ou non, de formes associées au cancer et d'hypersensibilité médicamenteuse. Les médicaments sont des grands pourvoyeurs d'hyperéosinophilie, qu'il y ait ou non une toxidermie ou des manifestations inflammatoires associées. Et puis au milieu, entre 1,5 et 5, on aura essentiellement la polypose nasale, le Wegener, l'aspergillose bronchopulmonaire allergique. Alors, le syndrome hyperéosinophilique, depuis une vingtaine d'années, en médecine interne, on l'a démembré. Et globalement, ce que j'aimerais bien que vous reteniez, c'est qu'il y a 3 grandes formes parmi ces 5. Il y a les syndromes hyperéosinophiliques clonaux, qui sont des vrais syndromes myéloprolifératifs, où là, l'éosinophilie, elle est volontiers supérieure à 5 gigas, 10, 15 gigas. C'est les leucémies chroniques éosinophiles. Ça peut toucher les organes comme le cœur, mais parfois aussi il y a des manifestations digestives. On a des outils de biologie moléculaire pour faire le diagnostic. De l'autre côté, l'autre versant, c'est ce que l'on appelle le SHE, le syndrome hyperéosinophilique lymphoïde, où là, c'est un lymphome T indolent, et les lymphocytes T vont en fait sécréter beaucoup d'interleukine 5, le facteur de croissance des éosinophiles. C'est les lymphomes T indolents qui sont assez rares. Et puis au milieu, vous avez les SHE idiopathiques, c'est un peu le fourre-tout, c'est l'hyperéosinophilie qui n'est pas encore expliquée. Je ne reviens pas sur les formes familiales et les formes de chevauchement. Ce que l'on appelle un syndrome hyperéosinophilique, c'est toute manifestation clinique ou toute dysfonction d'organes directement liée ou imputée à l'hyperéosinophilie tissulaire. Donc ça peut être une gastro-entérite, une myocardite, mais ça peut être aussi une atteinte pulmonaire comme la maladie de Carrington, qui est une pneumopathie éosinophile. Alors que doit-on faire devant une hyperéosinophilie ? Eh bien, éliminer les causes classiques, les parasitoses, éliminer les causes médicamenteuses et ensuite faire le bilan d'extension, c'est-à-dire rechercher les principales atteintes d'organes, le cœur, le tube digestif, on peut avoir des atteintes vasculaires comme je vous l'ai dit. Et puis il faut systématiquement écarter les diagnostics différentiels, c'est-à-dire les maladies qui s'accompagnent d'une hyperéosinophilie mais qui ne sont pas directement conséquences de l'hyperéosinophilie. Exemple, chez les dermatologues, la pemphigoïde bulleuse. Alors si on regarde la place des maladies digestives dans les hyperéosinophilies chroniques, on a des formes spécifiques d'organes, les gastro-entérites, l'acide éosinophile, mais aussi des atteintes des voies biliaires comme la cholangite. Et on a même, il y a des pancréatites éosinophiles qui sont encore plus rares. Et puis vous voyez ensuite, on a des atteintes pulmonaires, l'asthme éosinophilique.
on a les pathologies interstitielles rénales, on peut avoir des mastites éosinophiles et bien sûr les atteintes cardiaques. Alors quand on prend les grandes séries de syndrome hyperéosinophilique, la part des atteintes digestives, vous voyez, on a des SHE qui sont révélés par une atteinte digestive dans 15% des cas environ. Et quand on regarde l'évolution des SHE, c'est quand même 40% des patients qui vont développer une atteinte digestive. Donc c'est relativement fréquent. Alors si on s'intéresse plus spécifiquement aux pathologies digestives éosinophiles, on a les colites éosinophiles, les proctocolites chez l'enfant, on a les gastro-entérites éosinophiles dont on va parler, et puis on a des éosinophilies satellites des MECI. Et il y a d'autres manifestations digestives avec hyperéosinophilie, comme l'anisacéase, qui est une parasitose digestive transmise par exemple par le poisson cru, la toxocarose, qui est une parasitose endémique. Et puis bien sûr, les médicaments peuvent générer aussi des hyperéosinophilies, les médicaments utilisés en gastroentérologie. L'éosinophiles dans le tube digestif, il n'y en a pas dans l'ésophage normalement, il y en a très peu dans le grêle, il y en a peu dans l'intestin. Et vous voyez, il y a entre 20 et 50 éosinos dans le grêle normal par champ. Quand on regarde champ à fort grossissement, c'est 20 à 50 par champ dans l'intestin grêle. Il y en a moins dans le côlon. Donc globalement, on en a de l'estomac à l'iléon. Et où se localise-t-il? Essentiellement dans la muqueuse, parfois dans la musculeuse, et plus rarement dans la séreuse, et c'est ce qui va conduire à l'acide par exemple. Alors je vous ai mis un cas clinique qui va nous servir un peu de fil rouge. C'est une jeune asthmatique qui se présente à l'âge de 32 ans, alors qu'elle est asthmatique depuis l'enfance, pour des crampes abdominales. C'est un gastro-entérologue qui nous l'envoie, parce qu'il va trouver à peu près 3 gigas d'éosinophiles sur la prise de sang. Elle a des vomissements, vous voyez, une perte de 10 kilos sur les 6 derniers mois. Son asthme n'est pas du tout déstabilisé, elle n'a pas de signes cutanés comme un prurite, et elle décrit une pansinusite. Donc on nous l'adresse pour maladie de Churg-Strauss, et alors ça se dit aussi GEPA, pour granulomatose avec polyangéite et éosinophilie. Donc vous voyez 3 gigas. Quand on regarde les manifestations cliniques de cette jeune patiente, elle correspond tout à fait à une atteinte de la muqueuse. Et ce qui est le plus important à retenir dans la gastro-entérite, c'est que l'atteinte dépend de la profondeur de l'infiltration des éosinophiles. Si c'est une atteinte muqueuse, vous aurez essentiellement des nausées, des vomissements, des signes non spécifiques comme des douleurs abdominales, parfois des saignements digestifs. Si en revanche ça touche la musculeuse, bien là vous pouvez avoir un tableau d'obstruction de la lumière et parfois des troubles de la motricité digestive. Et puis il y a le tableau, quand ça touche la séreuse, d'acide éosinophile avec parfois péritonite éosinophile, météorisme. Alors, chez cette patiente, les examens que l'on a fait en première intention, c'est ceux qu'on fait tout le temps, en fait. On ne va pas tous les lister. Le plus important, c'est le retentissement cardiaque. Donc, on se contente d'une troponine, d'un BNP pour dépister. On fait systématiquement une tryptase sérique à cause de l'association mastocytose et syndrome hyperéosinophilique. Et là, j'insiste sur la vitamine B12, qui est hyper simple comme examen et qui vous permet quasiment tout le temps d'éliminer un syndrome myéloprolifératif. Si votre B12 est normal, vous pouvez éliminer formellement une hyperéosinophilie clonale. Et puis on fait les IgE pour savoir si on est bien dans une maladie ATH2. On fait une sérologie VIH systématique et une sérologie toxocarose de façon systématique. Les explorations digestives qui vont être à réaliser, ce sont essentiellement les endoscopies. On peut s'aider bien sûr de vidéocapsules, d'échographies au départ ou de scanners. Les endoscopies, l'aspect macroscopique, il est souvent normal. Parfois, on a des formes pseudo-nodulaires, parfois des érosions. Et ça, vous allez pouvoir faire le diagnostic histologique. Mais j'insiste, c'est hyperéosinophilie tissulaire et présence d'inflammation. Ça reste avant tout une maladie inflammatoire. Donc voilà des exemples d'atteinte du duodénum avec, vous voyez, des formes un peu érosives qui saignotent, avec sur une infiltration, je vais vous la montrer au plus fort grossissement. Au scanner, on voit un duodénum épaissi, aux parois infiltrées, et là, une vidéocapsule donne une atteinte du 2e, 3e duodénum. Quand c'est normal, il faut biopsier, ne pas hésiter à biopsier en profondeur, et on va tomber sur des infiltrations qui vont être à la fois, alors je ne sais pas si vous voyez bien, sur la muqueuse, parfois sur la musculeuse et la séreuse, et forcément, vous avez des infiltrats associés de lymphocytes. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment on fait le diagnostic ? Bien, pour faire le diagnostic de toute gastro-entérite éosinophile, on
on avait fait un arbre diagnostique qui permet surtout de s'aider dans un premier temps devant la symptomatologie d'imagerie qui vont permettre de cibler en fait l'atteinte. Ensuite, en fonction du type d'atteinte, on va aller faire des endoscopies dirigées, que ce soit coloscopie ou gastroscopie. On fait les biopsies et le plus souvent, ça permet de faire le diagnostic. Et on cède systématiquement des tests pour dépister une hyperéosinophilie plus large, tissulaire. Car comme vous l'avez vu, ça peut inaugurer un syndrome systémique. Alors quand on a une patiente comme ça, nous en tant qu'interniste, on n'a quasiment qu'un seul traitement, on n'a pas votre chance, on utilise les corticoïdes. Les corticoïdes, là on les a utilisés en systémique parce qu'elle avait beaucoup maigri, qu'elle avait des signes de dénutrition. Ça a permis de normaliser les éosinophiles en 48 heures. Et ça, quand vous avez une leucémie chronique éosinophile, vous mettez tous les corticoïdes que vous voulez, ça ne fait rien. Donc les symptômes ont régressé chez cette patiente en 2 semaines, elle a pu reprendre son poids, mais lorsque l'on descendait en dessous de 20 mg, les éosinophiles remontaient et surtout toute la symptomatologie digestive réapparaissait. L'explication, c'est qu'elle avait un lymphome T indolent qu'on a découvert en demandant en fait une étude en biologie moléculaire du récepteur T et on a montré en fait des réarrangements clotonaux. Et c'est là qu'on s'est aidé d'une biothérapie qui est le mépolizumab. C'est un inhibiteur direct, un anticorps monoclonal de l'interleukine 5. Alors quel traitement pour traiter ces patients? Quand c'est polysymptomatique, on ne fait pas de traitement. Quand c'est en revanche, il y a des symptômes modérés, on essaie la corticothérapie, qu'elle soit locale ou systémique dès le début. Il faut se souvenir que c'est une maladie inflammatoire. Et si vous avez une corticodépendance dans les formes modérées, on utilisera l'interleukine 5. Dans les formes sévères avec dénutrition, on aura toujours recours à la corticothérapie, mais là, d'emblée, on utilise la biothérapie et le CEREO, le centre d'études des éosinophiles, qui est le centre de référence qui est à Boulogne, a conseillé en fait d'emblée mettre les patients sous mépolizumab ou baralizumab, un inhibiteur du récepteur de l'IL5, quand on avait une atteinte digestive sévère. L'avenir, à l'instar de ce qui est fait dans les œsophagites éosinophiles, on peut utiliser des bloqueurs de l'interleukine 4, de la voie interleukine 4 à interleukine 13, le dupilumab, et on va avoir des thérapeutiques ciblées en fait vers les sphingosines, vers notamment les protéines Siglec en fait, qui sont sur les éosinophiles, et on va avoir des molécules ciblées qui vont nous aider aussi pour traiter ces patients. Pourquoi cibler l'interleukine 5? Parce que c'est vraiment le facteur de croissance de l'éosinophile. Et quand vous avez une bonne réponse aux corticoïdes, vous pouvez être sûr que ça répondra aux anti-IL5. Ça a été validé dans l'asthme éosinophile et dans la maladie de Churg-Strauss ou GEPA. Ça marche dans les œsophagites, comme vous le savez. Et là, il y a quelques données dans la littérature, vous voyez, avec des essais éparses entre 2003 et 2017. Ce n'est pas des essais, c'est des études rétrospectives ou prospectives avec différentes molécules, dont le baralizumab, qui a été utilisé spécifiquement dans cette pathologie. Et quand on regarde dans le traitement des formes systémiques, eh bien, 7 patients avaient été traités dans cet essai de 2017 de Kuang par baralizumab, un inhibiteur du récepteur de l'interleukine 5, et ils avaient bien répondu de façon globale, et la réponse était maintenue avec le maintien du traitement. On arrête le traitement par ces bloqueurs de l'IL5, on voit réapparaître la maladie. Il y a différents essais sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais vous voyez, c'est le dupilumab, le baralizumab, essayé dans l'œsophagite et la gastroentérite. Donc, que retenir? C'est une pathologie rare dont l'incidence semble augmenter depuis quelques années dans les pays occidentaux. La présentation, les fonctions de la localisation et de l'infiltration éosinophilique. L'aspect endoscopique n'est pas toujours spécifique, il peut être même normal. Le diagnostic histologique, c'est infiltrat éosino plus une inflammation aiguë. On fait un bilan allergologique, surtout chez les patients pédiatriques. Ça peut être utile chez l'enfant. Et en cas de non-réponse au traitement diététique, parce qu'à un moment, je ne vous en ai pas parlé, on proposait de faire un régime éradicateur des allergènes, eh bien, on peut utiliser la corticothérapie systémique ou locale et surtout les nouvelles biothérapies qui ont un rôle d'épargne cortisonique chez ces malades. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Arnaud, c'était limpide. On a des micros dans la salle ou des questions par chat sur lesquelles on va pouvoir travailler un peu.
Première question très simple. Pour nous, endoscopistes et gastro-entérologues, on a l'habitude de voir des lésions parce que ça ressemble souvent à une maladie de Crohn. Et ma question, je sais que c'est une question difficile parce qu'il y a quand même très peu de patients. Est-ce que tu as déjà vu des gastro-entérites éosinophiles symptomatiques sans qu'il y ait de lésions visibles en endoscopie ou sur une entéro-IRM par exemple? Alors, dans la série, sur les 12 patients, ceux qui étaient symptomatiques avaient toutes au moins des érosions, des micro-érosions, des petites lésions quand même, des ulcérations, pas forcément bien visibles, mais elles existaient, ouais, elles étaient décrites en tout cas par les endoscopistes. Alors, une question sur le lien avec l'œsophagite éosinophile, je pense que ça c'est assez simple de répondre. Il n'y en a pas, normalement. Il n'y a pas de lien. Une question sur le traitement par régime d'exclusion. Je crois que c'est dans le même sens que l'œsophagite éosinophile chez l'enfant où on fait des régimes d'exclusion. Donc chez les enfants, on propose en effet, les pédiatres proposent dans les gastro-entérites éosinophiles des régimes d'exclusion. Globalement, on se donne 6 semaines chez les enfants pour voir si ça répond. Si ça ne répond pas, il faut passer à un autre traitement. Et chez l'adulte, il y a certaines revues de la littérature qui évoquent une efficacité, là aussi, au bout de 6 semaines. Mais en tout cas, c'est plus trop recommandé dans les toutes dernières revues. Dans les séries de la littérature, ça marche une fois sur 3-4 malades. Ils ont l'impression que ça fonctionne, mais au final, ils sont tous traités quand même par des médicaments. Personne au micro. Il y a une question sur les traitements. Alors, moi aussi, je peux la poser. D'ailleurs, celle-là, avant, on faisait corticoïdes. Et quand ça ne marchait pas ou ça devenait corticodépendant, on faisait les immunosuppresseurs classiques, l'Immurel. Est-ce que si je comprends ton message, quand on a les produits, quand on dispose de cet anticorps anti-IL5, il faut passer d'emblée après les corticoïdes à l'anticorps anti-IL5? Donc là, clairement, on s'était réunis au CEREO au mois de décembre, là, pendant le congrès de médecine interne. On a dit que dans les gastro-entérites éosinophiles, il fallait utiliser les bloqueurs de l'IL5 pour éviter les effets secondaires de l'Immurel. Mais je pense qu'on a tous des patients qui sont traités par Immurel depuis 10 ans et qui vont très bien, ou depuis 5 ans, et qui vont très bien en fait, et leur éosinophile ne bouge pas. Il faut savoir que le mépolizumab développé en 2003, sorti en 2021-22. C'est-à-dire que pendant 15 ans, ils ont fait du développement, mais ça n'a jamais été commercialisé en Europe. On a des questions sur la place de la cyclosporine. Alors c'est décrit comme l'Immurel, ça a été utilisé aussi avec une efficacité sur le long terme qui était satisfaisante. Place du budésodide? Aucune? En local, si on peut faire de la corticothérapie locale dans les formes modérées, peu sévères, on peut utiliser la corticothérapie locale sans problème. On peut essayer en tout cas, il y a des observations où ça a marché.